Vous nous suivez à Kinshasa, en province et de partout à travers le monde depuis 16 ans. Merci de votre fidélité. C'est l'heure du grand magazine Kinshasa à direct. On va parler de la révision de la Constitution, une démarche à laquelle la SENCO s'oppose avec la dernière énergie. On en parle avec un invité, il est cadre du parti présidentiel, Richard Pinda, mais bien avant, place aux grandes lignes de l'actualité avec Damaris Kaimbe. Merci Grâce, mesdames et messieurs, bonsoir. Place à l'actualité sur Télé 50. Face à la situation liée à l'épidémie d'Ebola en province de l'Ituri, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé sa descence imminente dans cette province épicentre de la maladie dans l'est de la RDC. Au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue burundais ce mardi, il a réaffirmé son engagement à suivre personnellement l'évolution de la riposte. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités de la mission mixte de régulation routière sur toute l'étendue de la capitale congolaise. La décision a été rendue publique à travers un communiqué officiellement signé par le ministre provincial du Plan, Budget et Fonction publique, Emploi, Tourisme, Jésus Noël Cheke. La journée internationale de veuve, ce mardi 23 juin 2026 a été célébrée avec faste à la fondation Calix Mounana en séjour dans le Haut-Katanga de la province, dans la ville de Kipushi. Sa visionnaire et présidente Nathalie Aziza Mounana a communié avec le veuve, rendant hommage à leur caractère résilient tout en saluant l'implication du chef de l'État Félix Tshisekedi en faveur de veuves civiles tout comme militaires. Tous ces grands titres seront développés dans notre édition de 19h avec Gaëtan Koubaboronzi à la présentation. Grâce à Lambo poursuit avec Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Changement de la Constitution, les évêques catholiques parlent d'un prélude à la balkanisation de la RDC. On en parle tout de suite. Télé 50, simplement congolais. Il est cadre de l'UDPS, le parti présidentiel. Maître Richard Pinda nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue. Merci madame, merci de nous accorder cette opportunité de parler sur l'actualité de la République. Voilà. Avant l'actualité, c'est les 16 ans de Télé 50. Demain, un mot pour ce grand média. En fait, c'est une maison, allais-je dire, qui me connaît que je connais. Et donc, je pense que l'expertise dont fait montre cette maison requiert à ce que nous puissions aussi souhaiter les meilleurs vœux pour les années à venir. Merci, meilleurs vœux à nous tous. Alors, avec vous, nous allons parler du changement de la Constitution, une démarche à laquelle la SENCO s'oppose. Elle estime que les débats sur le changement de la Constitution interviennent dans un climat de tension. Qu'en dites-vous, vous qui êtes membre du parti présidentiel? Madame, déjà, du prime abord, je voudrais dire que du point de vue de la forme, la SENCO est identifiée au terme des institutions de la République au sein d'une composante que l'on appelle composante religieuse. Et dans cette composante, vous serez d'accord avec moi que la SENCO n'est pas la seule entité. Vous voyez, parce que nous disons République démocratique du Congo, il y a 8 composantes. Il y a la SENCO, il y a l'ECC, il y a les églises de Reveil, l'église kimbanguiste, les musulmans et autres.
Mais nous sommes en démocratie. L'expression telle que le veut la Cinco est légitime. C'est-à-dire qu'ils disent non au changement de la Constitution. C'est ça même l'intérêt de la démocratie. Mais que faisons-nous des positions prises par les autres? Vous attendez la position de l'église kimbanguiste? Je crois que l'église kimbanguiste s'était déjà prononcée bien avant, parce qu'ils vous ont dit qu'ils sont toujours aux côtés du pouvoir. Ils ne peuvent pas être dans l'opposition. Être dans l'opposition, c'est faire le travail satanique que le diable avait fait dans les cieux. Vous voyez, il s'est opposé à Dieu. Mais une église qui se veut de Dieu ne peut pas être dans l'opposition. La Cinco a été un allié de taille. Hein. La Cinco a été un allié de taille lorsque nous défendions les mêmes objectifs. Lorsque la Cinco a commencé à combattre la gratuité de l'enseignement, lorsque la Cinco a commencé à préférer d'être mis dans les bonnes conditions par ceux qui nous agressent, par le Rwanda par exemple. Lorsque vous avez des preuves de ce que vous... J'ai une preuve. J'ai une preuve patentée. La déclaration de M. Muteba. Il a dit que nous avons été bien accueillis, reçus par le Rwanda, nous avons été accompagnés financièrement. Seule la République démocratique du Congo n'a pas voulu les accompagner. C'est ça la preuve, madame. Et donc, je disais que vous avez d'autres églises. Vous avez l'ECC qui a donné une position neutre, ni chaud ni froid. On peut considérer comme étant une abstention. Mais il y a 6 autres églises qui restent pour faire 8. Et donc, madame, nous sommes en démocratie. Ils se sont exprimés. Que nous soyons d'accord avec eux, pas du tout. Nous acceptons leur position. Mais cependant, nous sommes en démocratie. Les 6 autres tiennent un autre discours. Nous pensons que la majorité doit l'apporter. Vous pensez faire des beaux yeux aux 6 autres? Je ne pense pas faire de beaux yeux parce qu'ils ont déjà pris position. Les églises de réveil n'en parlent même pas. L'église kimbanguiste, l'église musulmane et ainsi de suite, tout ça, ils ont pris position et la position c'est pour le changement de la Constitution. Allons-nous au nom de quoi, dans un pays laïque, accepter que la position d'une seule composante puisse éventuellement s'imposer aux autres? Mais sinon, nous ne ferons pas de la démocratie, mais ça aurait été de la dictature. Et nous n'acceptons pas le dictat de la Cinco, ou que ce soit de l'opposition. L'opposition est en droit aussi de manifester, mais ils doivent s'assumer aussi qu'à un moment donné, il faut nous départager. Alors, qu'est-ce que l'UDPS reproche exactement à la Constitution actuelle? Madame, beaucoup de choses. Avec cette Constitution ici, le président de la République peut rester de manière indéfinie au pouvoir. Je ne le veux pas. Je ne veux pas que le président Tshisekedi reste éternellement. Je vous prends l'alinéa 2 de l'article 70, avec l'interprétation qui a été donnée en 2015 pour dire que le président restait en place jusqu'à l'infini. Ici, il a été coulé en interprétation, c'est-à-dire qu'on a voulu que le principe de la continuité de pouvoir, en dépit de toutes les autres dispositions qui prévoyaient que lorsque le président de la République est dans un empêchement définitif, puisse céder le pouvoir au président du Sénat, ok? Mais ici, on nous a appris que le président pouvait rester au pouvoir de manière indéfinie. Et c'est très dangereux. Si aujourd'hui, par exemple, le président Tshisekedi cédait à la pression, disons à la pression internationale comme nationale, comme l'avait fait Joseph Kabila, qu'est-ce qui vous dit que vous, lorsque vous deviendrez président de la République, ou que lorsque moi je deviendrai président de la République, j'irai outre de bénéficier de ces dispositions-là? Vous voyez? Et donc, l'une des raisons, et d'autres raisons, il y en a. Aujourd'hui, par exemple, ce que nous poursuivons à travers les normes, c'est d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui disait... Ça n'a rien à voir pour améliorer les conditions de vie des Congolais, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Si, ça a tout à voir, madame. La Constitution n'a pas empêché cela. Ça a tout à voir. Laissez-moi vous démontrer, madame. Prenons par exemple, vous savez, à un moment donné, on a dit du président Tshisekedi que c'était un pigeon voyageur, c'est un homme qui a Magellan, qui découvre les avions, ainsi de suite. On a dit tout ce qu'on pouvait dire de négativement. Pourquoi? Parce qu'il sortait en dehors du pays pour éventuellement aller chercher les investisseurs. Les investisseurs arrivent dans cette boîte ici. Vous pouvez me dire ce que vous recevez comme percepteur d'impôts, des taxes et autres. Lorsque vous les avez, vous êtes en difficulté de pouvoir éventuellement fonctionner normalement. Eh bien, les investisseurs qui arrivent, ils disent que vous devez, vous, avoir un seul régime, une seule régie financière, à même de pouvoir percevoir les impôts. Lorsque vous allez dans la Constitution, l'article 220, on interdit de mettre tout ensemble. Madame, quoi de plus normal que de modifier la Constitution? Parce que ceux-là qui viennent, ils veulent nous donner de l'assurance pour que vous n'ayez pas de coupure de courant intempestive. C'est-à-dire qu'ils veulent à ce que nous puissions mettre en marche
toutes les turbunes de Inga, par exemple. De la même manière que madame, il nous assure de nous construire des routes et des industries, c'est donner de travail aux Congolais. Il nous assure en outre, nous accompagner chaque fois que nous avons des besoins à même de pouvoir développer notre pays, en matière d'agriculture par exemple, nous aider d'ailleurs au niveau de, avec l'appareil judiciaire. Madame, ce sont des éléments qui démontrent à suffisance que les voyages du président Tshisekedi, arrivés ici, ne connaissent qu'un seul obstacle pour permettre aux investisseurs de faire leur travail ou de pouvoir investir au pays. C'est l'assainissement du climat des affaires qui passe par le changement de la Constitution, verrouillé, comme je l'ai dit, par l'article 220, éventuellement le moment opportun pour relever la question du changement de la Constitution, alors qu'on a un problème sérieux, c'est la sécurité. Madame, c'est là où je dis, et puis je vais vous dire une chose, même l'accord que nous avons signé avec les Américains, c'est une porte grandement ouverte à la sécurité. Je vous prends un titre illustratif. Nous l'avons toujours su, plutôt allais-je dire, avec la famille Clinton et autres, qui ont soutenu le Rwanda, qui ont soutenu le RCD Goma, le CNDP, le M23, et aujourd'hui, ils ont arrêté de les faire. En quoi cela peut nous être sécuritaire? Voilà, madame. Au lieu que les Américains passent, à un moment donné, vous savez qu'on a indexé Microsoft pour de bénéficier de minerais de sang pour fonctionner, pour produire ces différents appareils, ainsi de suite, tout ça. Mais aujourd'hui, au lieu que les Américains passent par les rebelles et qui tuent nos frères et sœurs, ils vont passer directement au gouvernement pour éventuellement accéder aux minéraux. Mais madame, on ne connaîtra plus les morts. On ne le connaîtra pas plus, tout simplement parce que, au lieu que les groupes rebelles puissent être financés, ça ne sera plus le cas. Cet argent va réellement revenir aux institutions de la République, et cela va éventuellement permettre à ce que l'on puisse assurer le développement de notre pays. Et donc je crois que l'Église Cinco ont aussi intérêt à soutenir le changement de la Constitution, tout simplement parce qu'ils auront plus de mabonza, et ça pourrait permettre à ce que... Ce n'est pas la question de mabonza, mais madame, c'est une question de mabonza. Voilà ce que vous ne voulez pas comprendre. Nous disons assurer le développement du pays. Moi, je suis chrétien. Je paye ma dîme. Ce qui voudrait dire que si, en tant qu'avocat, j'ai plusieurs clients, c'est plusieurs mabonza. Et mes clients ne peuvent venir que de l'abondance des industries et de l'abondance des activités économiques qui permettront à ce que je me sente aussi à l'aise. C'est la seule raison pour laquelle l'UDPS compte réviser la Constitution? Parce que pour les opposants, ils soupçonnent votre parti au pouvoir de vouloir modifier certaines dispositions pour consolider son pouvoir. Madame, consolider le pouvoir ne peut constituer un problème. Mais demeurer le plus longtemps au pouvoir peut constituer un problème. Je vous ai dit qu'avec cette même constitution ici, le président Tshisekedi peut rester le plus longtemps au pouvoir. La question, elle est simple. Ce n'est pas à vous que je pose cette question-là, mais à ceux qui nous suivent de nous dire en vertu de quoi Joseph Kabila a fait de 2011 jusqu'en 2019, 7 ans. Mais c'est en vertu de ce même principe. Malheureusement pour lui, il a pu lâcher prise, il n'a pas pu supporter la pression qu'il y avait de l'UDPS dans l'opposition et de la pression internationale. Mais le président Tshisekedi, présentement, n'a pas la pression internationale, ok? Il n'a pas non plus la pression interne parce que ce que nous avons pour habitude. Mais, madame, je voudrais ressortir quelque chose d'important pour dire ceci, qu'il peut rester au pouvoir le plus longtemps possible en vertu de cette brèche qui a été ouverte, puisqu'il vous a dit de manière claire qu'arrivé en 2028, nous ne pourrions pas organiser les élections pendant que nous sommes occupés. La brèche est là, elle est entre-ouverte. Comment on va faire pour la fermer? Parce que c'est aussi constitutionnel. Les arrêts de la Cour constitutionnelle font partie du corps de constitutionnalité, et donc, dans ce cas, il peut rester le plus longtemps possible. Mais pour éviter qu'il ne reste le plus longtemps possible, il faut une constitution qui limite le nombre de mandats, qui limite clairement la durée du mandat, pour ne pas laisser cette brèche ouverte du principe de la continuité de l'État. Ici, je vous invite tous à lire l'article 70, prenez l'alinéa 2, prenez l'article 74, prenez l'article 73, prenez l'article 62, prenez aussi l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2015. Vous conviendrez avec moi que le risque, c'est avec cette constitution qu'on peut l'avoir le plus longtemps possible. Quelles sont les lignes rouges que l'UDPS s'engage à ne pas franchir dans un éventuel processus de référendum? Dans un processus, les lignes rouges, c'est qu'on ne veut pas faire du président Tshisekedi un éternel président de la République.
Ça, c'est déjà la ligne rouge à ne pas franchir. Nous n'en avons pas l'intention parce que nous vous disons que le souhait de modifier la Constitution aujourd'hui, c'est pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Je vous ai dit l'accord que nous avons qui demande des réformes législatives, constitutionnelles et autres. Et donc, vous conviendrez avec moi que la démarche entreprise par nous est tout à fait légitime. Et aussi, une la démarche Constitution... où il y a manque de consensus. Vous ne craignez pas une crise Madame, faudra-t-il que j'aille chercher un consensus pour venir ici? Non. Vous m'invitez, je n'ai pas besoin d'un consensus pour dire oui ou non. Je dis oui parce que je sens que je suis disponible. Le président de la République, étant celui qui est le garant même de la souveraineté, du bon fonctionnement des institutions de la République, en tant que tel, en son article 59 de cette Constitution ici, il est dit de manière claire. Il dit qu'il veille à la souveraineté. Veiller à la souveraineté, c'est quoi? Que le souverain primé se repose, se prononce en dernier ressort. Que le pouvoir revienne au seul peuple. Vous voyez, voilà pourquoi, au lieu de prendre l'initiative d'échanger par nous-mêmes, nous avons souhaité recourir à ce peuple au nom de la souveraineté, parce que la Constitution ne nous empêche pas éventuellement de procéder au changement, ne l'autorise pas non plus, il est des principes en droit, ce qui n'est pas interdit et permis. Et donc, je crois qu'il est tout à fait normal que le président de la République, qui apprécie l'opportunité en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, tel que le veut l'article 59, puisse éventuellement recourir à ce peuple, qui est le souverain, qui est le maître, et qui doit décider si oui. Et au cas où ce peuple décide non? Si le peuple disait non, nous allons nous plier. Vous êtes sûr? Je suis sûr et certain que nous allons nous plier. Parce que nous sommes démocrates, nous sommes respectueux de la loi de la République, et donc je crois que les autres devaient en principe s'atteler à exiger la transparence lors de référendums en lieu et place de pouvoir dire non. Parce que ni l'opposition ne peut nous imposer le non, de même que l'Église catholique ne pourra pas non plus nous imposer son non. Vous voyez, parce que nous sommes dans un État démocratique, un État laïque. Et dans un État démocratique, lorsque les positions se prennent telles quelles, il faille que chaque groupe puisse À quel moment il y a eu, quand même, parlons de divorce entre l'UDPS et l'Église catholique? Je vous ai dit, lorsque les objectifs ont varié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous prenons pour la gratuité de l'enseignement et ils nous disent non, pas de gratuité de l'enseignement. Et pourtant, il faut se le dire. Hier, nous avions plus de délinquants. Pourquoi? Parce que les enfants n'allaient pas à l'école. Déjà dès le bas âge, ils ne savaient pas qu'il faut aller à l'école. Ils se retrouvaient dans la rue, abandonnés à leur triste sort. Et les conséquences étaient que nous créions beaucoup plus de bandits. L'Église catholique se retrouvant bénéficiaire des avantages de paiement des frais scolaires, ils ont empêché. Comme ils ont empêché l'intérêt... Ce paiement de frais scolaires mettait quand même à l'abri ces élèves. Parce qu'il y a eu gratuité de l'enseignement, oui, mais la qualité de l'enseignement a baissé. Monsieur Pinda, est-ce que vous reconnaissez quand même cela? Madame, quelle qualité d'enseignement avions-nous pendant les 18 ans de Kabila? Parce qu'il faut se le dire aujourd'hui. Les enfants qui sont diplômés aujourd'hui... Mais Kabila n'est plus au pouvoir. Vous avez pris le pouvoir, ça fait quand même... La République longtemps. démocratique du Congo n'est pas née en 2018. La République démocratique du Congo est née en 1960. Moi, je suis le fruit de Mobutu. Moi qui vous parle ici. Je suis le fruit de Mobutu. Ok? Je ne peux pas imputer les résultats que j'ai obtenus, moi, à Kabila. Pas du tout. De la même manière que je ne pourrais pas non plus imputer les résultats de Kabila à Tshisekedi. Tshisekedi n'a que 7 ans au pouvoir. C'est-à-dire que l'enfant qui doit bénéficier de la qualité, ou sur qui on peut évaluer la qualité de l'enseignement, c'est celui qui est encore à l'école primaire. Kabila a 18 ans. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui ont commencé avec lui, dont on voit le résultat. Et donc, je crois que c'est un travail sérieux à faire. Et d'ailleurs, vous aviez pour habitude, lorsqu'on annonçait déjà à la fin de l'année scolaire comme ça, vous aviez déjà les syndics de l'enseignement primaire et tout ce que vous voulez, pouvaient déjà commencer à annoncer la grève à la rentrée scolaire. Mais aujourd'hui, vous ne le voyez plus. À une certaine époque, lorsque Tshisekedi venait d'arriver, ou à l'époque de Mobutu, plutôt de Kabila, on avait des... Vous connaissez Golgotha? Golgotha.
Ah, je crois que par votre silence, je comprends. Vous savez, à la fonction publique, il y avait un lieu qu'on appelait Golgotha, où chaque fois les fonctionnaires de l'État se retrouvaient pour éventuellement exiger l'amélioration des conditions de vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tout simplement parce que nous avons quelqu'un qui a mis un cœur à la disposition et qui a constaté avoir fait quelque chose et il voudrait faire mieux et davantage. Et donc, vous conviendrez avec moi que, madame, le changement de la Constitution s'impose. Du point de vue, si on avait beaucoup plus de temps... Avant ce changement de la Constitution, est-ce que pour plusieurs observateurs, c'était plus important d'organiser le dialogue avant le référendum pour un changement de la Constitution? Madame, ceux qui disent qu'il faut changer de Constitution, plutôt ceux qui disent qu'il ne faut pas changer de Constitution... C'est eux qui appellent au dialogue. Ce sont eux qui accusent le régime, le président de Tshisekedi, de violer la Constitution. Mais... lorsqu'ils appellent au dialogue, est-ce qu'ils peuvent nous donner une seule disposition qui prévoit le dialogue dans la Constitution? Maintenant, s'ils pensent que le dialogue est une voie par laquelle il faut passer pour éventuellement accéder à des consensus politiques, quoi de plus normal que l'on puisse changer la Constitution et prévoir aussi le dialogue? C'est tout à fait légitime et constitutionnel. Mais pour le moment, aller au dialogue serait violer notre choix. Moi, je ne suis pas allé au référendum pour un dialogue. Ou ceux qui ont dit oui, qui sont allés... Comme vous parlez de référendum, le scrutin sera organisé peut-être très bientôt, parce que le Parlement a déjà ouvert le chemin à cela. Un référendum sans les villes de Bukavu et Goma, comment vous imaginez cela? Madame, voilà mon point de vue. Mon point de vue, c'est que, parce que les gens vous disent, vous ne voulez pas organiser les élections en 2028, mais comment allez-vous faire pour organiser le référendum? La question, je la retourne à ceux qui les disent. Si les élections de le référendum de 2005 s'était passé avec la participation de toutes les villes au Congo, pas du tout. Le référendum de 2005 a connu la situation que nous vivons ici. Vous voyez ça? Et donc, aujourd'hui, nous avons l'avantage... c'est que les populations de Goma et de Bukavu sont représentées au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ils peuvent éventuellement, c'est un point de vue que j'émets à titre personnel. Là, c'est votre... C'est mon point de vue. Okay. Ils peuvent éventuellement, au travers leurs élus, parce qu'il s'agit du référendum. Okay. Vous voyez, avec le référendum, on peut encore accepter que les représentants, parce que la Constitution le dit en son article 5, que le souverain exerce sa souveraineté par l'entremise, de manière directe ou par l'entremise de ses représentants. Et donc je pense que cette question-là peut être réglée dans ce sens-là. Vous savez, c'est pas une mauvaise idée quand même, Maître Pinda. Alors, en une minute, pourquoi les Congolais devraient faire confiance à l'UDPS et ses alliés sur cette question plutôt qu'aux mises en garde de la SANCO? Parce que l'UDPS a inscrit son combat sur le peuple d'abord. Ce peuple qui, on peut le dire, a été quand même oublié. Hein? Non, madame. Quand parce même, que si vous pouvez prendre... même, madame, s'il vous plaît. Si vous pouvez prendre de 1960, ok, à 2019, nous n'avions que 3000 km de routes construites. Et que Tshisekedi arrive en 7 ans, vous en fait 6000 pour faire 9000. Vous ne m'allez pas me dire que le peuple a été oublié. Le peuple a été servi, mais pas conséquemment, compte tenu de la dimension du pays, compte tenu des réalités du pays. Certes vrai que nous n'avons pas atteint ce que nous envisageons. Voilà pourquoi nous disons, en termes de universités par exemple, il y a un opposant qui a dit, le peuple a faim, on n'a pas besoin des universités, on devait lui donner à manger. Mais écoutez, c'est mieux d'apprendre à un peuple comment se procurer à manger que de lui donner à manger, parce qu'on ne va pas faire de ce peuple-là indépendant. Vous voyez ça? Dépendant plutôt, j'allais dire. Et donc, vous conviendrez avec moi que nous avons accompli des choses et donc nous avons pris aussi un engagement au travers l'accord qui a été signé avec les États-Unis d'Amérique pour faire davantage par rapport à ce que nous avons fait. Je crois que le peuple d'abord est sur une bonne voie pour éventuellement satisfaire à ses attentes. Le peuple est sur une bonne voie, ce peuple qui craint une menace pour l'unité nationale.
Je ne pense pas que cela soit une menace pour l'unité nationale. Lorsque vous suivez, si vous avez déjà suivi, une menace. si vous avez, il n'y a pas de menace, madame. L'opposition annonce une marche le 8 juillet. C'est ça la démocratie, madame. Ils vont annoncer une marche pour aller déposer la démission. Et je voudrais ici attirer l'attention de l'opinion. L'opposition tâtonne. Ils ont commencé par la plainte. Ils ont compris que, en allant déposer la plainte, ils auraient consommé la tentative de renversement d'un régime constitutionnel. Vous voyez ça? Et alors, l'article 64 alinéa 2, ils auraient tombé dans ça. Ils ont compris leur propre piège et ils se sont rébuffés. Et en se rébuffant, ils ne vous donnent même pas une date de quand est-ce qu'ils vont déposer une nouvelle plainte. Ils reviennent maintenant pour demander la démission. C'est un droit légitime. Moi, j'aurais été le président de la République, j'aurais demandé au directeur de cabinet de recevoir leur mémo. Et par de suite, nous sortirons aussi dans la rue pour dire nous soutenons le président de la République, nous soutenons les institutions de la République. On va aller des rues en rue. Non, madame, il faut nous départager. Nous ne pourrions pas aller des rues en rue. Nous devons nous être départagés. Et la meilleure façon de nous départager, madame... Le 8 juillet, sûrement l'Union Sacrée annoncera également des madame, marches. C'est légitime. La liberté de manifestation est garantie en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai dit, ils manifestent pour demander la démission de Tshisekedi. Nous aussi, nous allons manifester pour demander que Tshisekedi soit là. Reste. La meilleure façon de nous de partager pour ceux qui ne veulent pas voir la tête de Tshisekedi ou ne veulent pas procéder au changement de la Constitution, c'est le référendum. Mais pourquoi ils ont peur du référendum? C'est ça la question qui se pose. Nous devions nous poser la question, pourquoi ils en ont peur? Parce qu'ils pensent que le peuple est avec nous. Le chef des chefs nous accompagne, c'est-à-dire la population est avec nous. Vous avez soulevé la question de Goma. Je vous ai dit que lorsque nous avons fait match nul, regardez la population dans la rue à Goma, ils ont même bravé les M23 et autres pour dire Chulombo, Akotikala, Tshisekedi Fachi Beton, président Nabiso, Aokendesika Mogote. Les espoirs de cette population de l'Est de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Vous voyez ça? Et donc, je crois que, faisant la part des choses, nous pouvons arriver à faire valoir l'intérêt supérieur de la nation au travers le changement de cette constitution. Un message à tous les militants de l'UDPS qui vous suivent? À tous les combattants, à tout le peuple congolais, parce que l'affaire de la République ou du changement de la constitution, ce n'est pas que l'affaire de l'UDPS. C'est l'affaire de toute la République. C'est l'UDPS et mieux encore, l'UDPS en est initiateur, ok, mais ne l'impose pas. En réalité, ni le président de la République, ni les membres de l'UDPS sont habilités à changer la Constitution. La Constitution, nous en prenons l'initiative pour que la population se prononce là-dessus. C'est une affaire qui concerne le peuple congolais. C'est à nous maintenant de présenter des arguments à même de pouvoir convaincre pour que les gens disent oui. C'est ce que nous faisons ici. Vous voyez ça? À eux ne peuvent pas non plus nous interdire de procéder au changement. C'est à eux maintenant de sortir les arguments qui peuvent pousser le peuple à dire non. Vous voyez ça? C'est ça l'exercice de la démocratie. On ne peut pas se réveiller, on dit nous allons faire obstacle au référendum. Ah non! Si vous faites obstacle au référendum, ok, c'est-à-dire que vous êtes en rébellion et les hommes en soutane peuvent aussi être arrêtés. C'est une menace? C'est une vérité. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Si le président de la République, qui est le représentant... Parce que quand vous dites les hommes en soutane peuvent aussi être arrêtés, c'est grave quand même. Madame, il n'y a rien de grave. Nul n'est au-dessus de la loi. Vous a-t-on dit qu'en République démocratique du Congo, il y a une législation pénale qui protège les hommes en soutane? Pas du tout. Nous sommes tous égaux devant la loi. Si le président de la République peut être destitué et poursuivi par la Cour constitutionnelle, à plus forte raison, les hommes en soutane qui n'ont même pas des immunités. Richard Pinda, maître Richard Pinda, merci. Pinda, voilà. On le prononce comment? Pinda, M-P-I-N-D, voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Restez sur Télé 50. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal.